Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. On pourrait même dire les vraies voix qui essayent de déconfiner la France. On va essayer en tout cas avec Denis Jacquet. Je le rappelle, à partir de 20h, ce sera en direct sur Sud Radio. Le président de la République, Emmanuel Macron, nous annoncera si nous repartons pour quelques semaines de reconfinement ou pas. Vous le vivrez en direct sur Sud Radio et au cours de notre édition spéciale qui continuera avec Philippe Rossi et Philippe Bilger. Et ce, jusqu'à 21h. Mais pour l'heure, prenons le pouls des entrepreneurs avec Denis Jacquet, toujours présent, toujours fidèle au poste. Bonsoir à vous, Denis. Je ne sais pas si notre pouls sera toujours présent dans quelques secondes. Mais écoutez, on va essayer quand même. Ouais. On va essayer de garder le moral et la soif d'entreprendre. Qui aura la semaine prochaine encore le droit de travailler? Quelles entreprises seront obligées de télétravailler complètement? Lesquelles pourront continuer leur activité? Lesquelles parviendront à sauver les meubles? Et bon, on va voir ça tout de suite avec nos invités et ce jusqu'à 19h30. Un grand nombre de secteurs économiques qui sont touchés d'ailleurs, alors peut-être en bien, parfois aussi peut-être en mal, on verra. On accueille tout de suite notre grand témoin, Olivier Mathieu, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes, le cofondateur de Price Minister qui est devenu Rakuten. Vous êtes dirigeant à The Camp à Aix-Marseille. C'est un campus de formation. Price Minister, effectivement, ça nous a permis notamment de commencer à découvrir de nouveaux usages de consommation sur Internet. Est-ce que ça va devenir la solution de plus en plus inévitable si on commence à enchaîner comme ça des semaines où on n'a pas forcément le droit d'aller à la boutique ? Il est certain que le e-commerce se porte bien en période de confinement, même si on n'a pas envie de se réjouir pendant la période. Mais en tous les cas, clairement, tant que les colis sont transportés, que la logistique fonctionne, que la poste, colis-poste et les transporteurs fonctionnent, on peut effectivement profiter du e-commerce pour continuer de faire des achats. Et les e-commerçants et les marketplaces ne sont pas tellement plaintes pendant la période de la crise depuis le 16 mars. Elles ont sauvé les meubles, effectivement, et assuré l'essentiel. Olivier, bonsoir. Je vois cette belle barbe blanche qui vous met encore plus en valeur maintenant. Olivier, petite question. On sait que les acteurs du digital sont devenus encore plus digitaux et effectivement bien fonctionner. Mais qu'en est-il des acteurs traditionnels? Est-ce que vous les voyez évoluer favorablement, précipitamment? Est-ce que ça accélère leur transition ou est-ce que ça les enfonce un peu plus? Comment se fait la transition de nos entreprises qui n'étaient pas encore assez digitales? C'est une bonne question qui prendrait, qui ne dépend pas que de la crise actuelle, parce que c'est une question qu'on se pose depuis longtemps. La France était plutôt et reste toujours un peu en retard dans sa transformation numérique. Et aussi, d'ailleurs, si on regarde les autres transformations, aujourd'hui, qui sont les transformations autour des questions de développement durable, de transformation sociétale, de gouvernance, toutes ces transformations nécessaires de la transition énergétique, à la transition de l'alimentation, etc., de la mobilité. Et c'est vrai qu'en France, on est un petit peu en retard sur ces questions-là. La crise nous a forcé à dresser le constat et parfois à accélérer la prise en main des outils numériques, en tout cas pour ce qui concerne le travail, donc l'organisation finalement des grandes entreprises. Beaucoup de ces grandes entreprises d'ailleurs sont des clients de The Camp. Et on s'est rendu compte qu'effectivement la maturité face à la prise en main des outils n'était pas complètement équitablement répartie, disons, entre toutes les entreprises. Ceci dit, il y a effectivement certaines entreprises qui étaient déjà en avance et qui avaient déjà mis en place des outils de télétravail. Ceci dit, ce n'est pas la seule question dans la transformation numérique, ce n'est pas seulement la question de l'organisation du management et des entreprises, c'est aussi celle de l'accès au marché, de la fluidité. Et là, on constate qu'on a encore quand même du retard sur ces questions-là. Ce n'est pas tant chez les grandes entreprises, dans ce que j'observe, mais surtout aussi chez les PME et les ETI, qui sont peut-être plus en retard encore. Et là, pour le coup, il y a vraiment des investissements à opérer. Les petites entreprises et celles qui sont de taille intermédiaire. Si on regarde précisément The Camp à Marseille, je le disais, à Aix et à Marseille, un campus de formation, c'est quoi le profil des personnes que vous formez justement d'habitude à The Camp? Et première question. Et deuxième question surtout, est-ce que vous allez pouvoir poursuivre votre activité, peut-être si jamais il y a un reconfinement ou pas? On ne sait pas encore si dans les entreprises, par exemple, là je parle d'étudiants purs et durs, auront encore le droit d'assurer des cours physiques. C'est pas sûr du tout. Écoutez, on est un petit peu là suspendu à ce qui va être annoncé dans moins d'une heure. La question est quand même effectivement très bonne, parce qu'en tout cas pour The Camp en particulier, pour parler de ce que je connais bien, c'est forcément un lieu physique par définition, donc présentiel, même si nous avons développé aussi des outils numériques pour pouvoir faire, en tout cas distribuer des contenus numériques, mais également de la formation, des outils d'intelligence collective qui permettent de collaborer en ligne grâce au numérique, donc ça c'est formidable. Ceci dit, parfois quand même la présence physique, la réunion physique au sens
au sens de la mise en place d'outils, de créativité, d'innovation, parfois de ce qu'on appelle dans notre jargon le design thinking, est favorisé par la présence physique, enfin en tout cas la mise en relation des personnes à l'intérieur d'une même salle. Donc ça c'est compliqué. Par exemple, au moment du 16 mars, on a dû fermer The Camp, et on l'a fermé jusqu'à fin août. Donc on était très content de pouvoir rouvrir le campus à partir de début septembre. Et là, effectivement, on a une véritable inquiétude. Donc je vais pas sauter au plafond et vous dire qu'on est très confiant. Pour le coup, je ne le suis pas, donc je ne vais pas faire semblant de l'être. La réalité, c'est qu'effectivement, beaucoup des grands groupes, indépendamment même des décisions ou des annonces qui sont faites au fur et à mesure, et qui sont toujours des mauvaises nouvelles en général par le gouvernement, en plus de cela, il y a un climat d'insécurité qui est créé par l'ensemble de ces annonces. C'est-à-dire, au-delà du respect strict de la règle, l'ambiance psychologique, et notamment l'ingrédient de la confiance, qui, comme vous le savez, est l'ingrédient, en fin de compte, nécessaire pour la circulation des biens et de l'économie. Donc, on sait sur les marchés financiers, quand la confiance n'est pas là, on appelle ça un crack en général. Mais sur l'ensemble des autres marchés, les marchés des services, les marchés des biens, de la prestation intellectuelle, etc. Là aussi, la confiance est nécessaire. Et quand il n'y a pas de confiance, en tous les cas, parce qu'on ne voit pas vraiment l'avenir, dans ce cas-là, beaucoup des grands groupes, si je prends l'exemple de The Camp pour être très concret, annulent effectivement ou reportent leur présence. Et ça, en attendant de voir ce qu'ils peuvent se permettre de s'offrir, effectivement, parce qu'on le dit, on le répète tous les soirs, il n'y a pas de visibilité. Il n'est pas sûr d'ailleurs que nos représentants politiques en aient eux-mêmes, parce qu'on la suit quand même, cette épidémie, et c'est assez difficile de la prévoir. J'aimerais aussi qu'on accueille notre premier invité, Benjamin Chemla. Bonsoir à vous. Benjamin Chemla, qui devait être en direct sur Sud Radio. Alors, qu'on voit. Entrepreneur, on commence à vous voir à l'image sur le Facebook Live de Sud Radio. Est-ce qu'on vous entend, Benjamin Chemla? Bonjour à vous. Alors, il y a un petit problème, je crois que vous êtes en silencieux, on va essayer de vous retrouver. En tout cas, je le précisais, vous êtes entrepreneur dans un secteur qui a été durement touché par les confinements, ce sont les salles de sport et salles de gym, et vous êtes aux États-Unis. Il va nous dire dans quelques instants, Benjamin Chemla, comment on s'adapte justement aux États-Unis à cette épidémie dont on n'arrive pas à sortir. En plus, Benjamin Chemla est entrepreneur dans la restauration en France. Olivier Mathieu, si je me retourne vers vous, quels sont de tous vos clients ceux qui sont le plus impactés en général, que vous voyez avant l'épidémie, mais que vous voyez de moins en moins parce que ces secteurs-là souffrent plus et vous les voyez plus à The Camp? Bon, je vais vous dire une évidence, mais dans ce qu'on observe, forcément, tous les secteurs qui sont associés à la mobilité, évidemment le plus extrême étant le tourisme, ça vous le savez, c'est ça. Mais tout ce qui est associé à la mobilité en général, c'est effectivement les secteurs qui sont, parce qu'on a des grands partenaires qui sont très fidèles à The Camp. Alors je les montre pas du doigt comme des mauvais élèves, parce qu'ils sont traversés une crise particulièrement violente, mais c'est vrai que pour eux, la priorité des investissements est souvent liée aujourd'hui à la restructuration ou à l'adaptation au nouveau contexte. Je peux citer par exemple l'aéronautique, bien entendu, Airbus, qui est un de nos partenaires importants, forcément est aujourd'hui dans une situation où ils doivent repenser aussi toute leur innovation. Donc ils continuent de venir et d'investir à The Camp, ce qui est plutôt un signe de bonne santé, à mon avis, de clairvoyance, parce que pendant la crise, malgré la crise, il faut penser et continuer d'innover et imaginer qu'au moment où la crise s'arrêtera, si on n'a pas investi dans cette période-là, on aura pris du retard. Et il faudra qu'on soit effectivement prêt. J'aimerais qu'on accueille, on l'a retrouvé, Benjamin Chemla. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes entrepreneur dans des salles de sport aux États-Unis, de gymnastique. Vous êtes aussi entrepreneur dans la restauration en France. Absolument, et merci de me recevoir ce soir. Content de retrouver Olivier, qui a été partenaire de route sur mes premières aventures en France et puis même les plus récentes. Donc je suis fraîchement rentré aux États-Unis il y a 4 semaines. Je pilote depuis ici toujours nos salles de sport qui sont basées à New York. La crise à New York, elle a été très violente. J'ai eu, entre guillemets, la chance, si on peut parler de chance, d'avoir un décalage à peu près d'une dizaine de jours, 2 semaines depuis le début de cette crise avec la France, qui nous a permis, nous, à New York, d'anticiper un petit peu dans les mesures qu'on a pu mettre en œuvre sur nos entreprises en regardant ce qui se passait un peu en Europe et d'anticiper sur ce qui allait peut-être arriver aux États-Unis. Donc c'est évidemment, on a eu aussi du confinement, il était un peu différent, on a dû fermer l'ensemble de nos activités. Les salles aujourd'hui, il y a eu un épisode court où les salles de sport aux États-Unis étaient autorisées à la réouverture avec seulement 25%
de capacité. Puis maintenant, finalement, on a rejoint la France et donc l'ensemble des salles sont fermées. C'est important de le souligner parce que la France est quand même pas seule dans cette crise à avoir des problèmes et à pas savoir aussi comment l'appréhender. Denis. Benjamin, sur les mesures comparatives, parce qu'on en parlait en préparant cette émission, on se disait tiens, c'est intéressant aussi pour ceux qui écoutent cette émission de se dire en France, on sait qu'on a beaucoup d'amortisseurs, beaucoup de mesures, beaucoup d'aides. Alors on ne reviendra pas ce soir sur le détail de leur attribution et de l'effectivité des choses, mais est-ce qu'aujourd'hui, Benjamin, on se connaît bien, donc est-ce que tu as eu des aides particulièrement aux États-Unis? On a aidé les boîtes ou pas particulièrement? Oui, alors il y a eu une mesure au tout début de la crise qui était plutôt intelligente, qui était assez similaire à celle qu'on a connue en France du prêt garanti par l'État. Ouais. Et cette mesure, elle était intelligente parce qu'elle était assortie sous condition du réemploi d'employés dans les 24 semaines qui suivaient l'obtention d'un crédit. Cette mesure était assortie de ce qu'ils appellent un loan forgiveness, c'est-à-dire que le prêt devenait une simple subvention pourvu qu'il eût été dépensé finalement dans le réemploi des salariés. Donc ça a aidé les entreprises, ça les a incentivés, ça a favorisé le réemploi. Mais ça, mis à part, en fait, depuis, je pense qu'aux États-Unis, il n'y a plus rien. Trump avait essayé un petit peu d'acheter la paix sociale en donnant un chèque de 600 € par payroll à chaque salarié en chômage partiel. Donc il y avait un complément de 600 $, pardon. Et aujourd'hui, en revanche, il n'y a plus grand-chose. Donc je pense qu'on n'est pas si mal lotis en France avec les nouvelles annonces qu'on attend ce soir. On va voir ce qui va venir, mais je pense que la France est plutôt un exemple à suivre plutôt que de ce point de vue-là. Et à New York, dernière question, à New York aujourd'hui, les salles de gym sont toujours fermées? À New York, les salles de gym sont fermées, les restaurants n'avaient pas la faculté d'accueillir jusqu'à il y a quelques semaines à l'intérieur dans les salles, à la différence de la France. Donc c'était principalement des terrasses. Aujourd'hui, en revanche, il n'est pas question à date, en tout cas, qu'il y ait un reconfinement aux États-Unis. La question ne se pose pas. Je pense que les élections aux États-Unis sont pour beaucoup, donc on attend la fin des élections pour probablement prendre ce type de mesures qui serait impopulaire. Ce sera à celui qui gagnera les élections de se coltiner la corvée, d'essayer de faire comprendre aux États-Unis, aux Américains en tout cas, qu'il faut peut-être arrêter de travailler dans beaucoup de secteurs. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Benjamin Chemla, je le rappelle, vous êtes entrepreneur dans les salles de sport, de gymnastique aux États-Unis, notamment à New York, et dans la restauration en France. Deux secteurs, quoi qu'il arrive, touchés. Très belle, serial entrepreneur, comme on dit en bon français. Voilà, et deux secteurs assez touchés, quelle que soit d'ailleurs la rive de l'Atlantique où on peut se trouver. Restez avec nous, Olivier Mathieu, restez avec nous, vous êtes le dirigeant de The Camp à Marseille, c'est un campus de formation. On se retrouve dans quelques instants avec Denis Jacquet, avec les voix des entrepreneurs. On va continuer à prendre le pouls des entrepreneurs et d'autres secteurs encore économiques. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Les voix des entrepreneurs, pas encore tout à fait confinées sur Sud Radio avec Denis Jacquet. On attend, je le rappelle, dans 40 minutes à vivre en direct sur Sud Radio. Les annonces du président de la République, Emmanuel Macron, édition spéciale qui suivront ces annonces. Serons-nous reconfinés ou pas? Dans quelles conditions? Qui aura encore le droit de travailler? On ne le sait pas encore. Il y a beaucoup de bruit qui court, donc on verra bien cela d'ici 40 minutes. Je le disais, on continue à prendre avec Denis Jacquet le pouls de tous les entrepreneurs en France et d'ailleurs en dehors, justement parce qu'il est particulièrement difficile de maintenir à flot et de continuer à faire vivre ces entreprises. Ça demande à minima beaucoup de réorganisation. On accueille avec plaisir sur Sud Radio Jean-Jacques Adoudal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directrice générale du groupe Fitness Park. Et le groupe Fitness Park qui est le leader européen des salles de sport, on peut le dire. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez comparer ce qui nous arrive en France à tout ce qui peut arriver à vos succursales un peu partout en Europe. C'est bien ça ? Alors, succursale et franchise, également, c'est une licence de marque chez nous. Oui, on compare bien ce qui nous arrive. Ce qui est assez catastrophique parce que quand on compare nos pays voisins, vous avez certains pays comme l'Angleterre ou même l'Allemagne qui ont laissé leur salle de sport ouverte, leur salle de remise en forme ouverte parce que il y a quand même un bienfait pour la population, c'est d'aller pouvoir faire du sport. On sait aujourd'hui que le sport est un moyen de s'immuniser, un moyen de combattre certaines maladies, c'est même reconnu par l'OMS. Et il y a même aujourd'hui, notamment par exemple à l'Hôtel Dieu, une salle de sport qui a été créée pour permettre aux personnes qui sont atteintes
atteintes du Covid de se remettre de ce virus. Donc voilà, on a une incompréhension un peu totale, notamment par rapport à ce qui se passe en France. Ouais. Alors, Georgia, bonsoir. Bien évidemment, on se pose tous la question parce qu'on a tous regardé un peu les statistiques et finalement, alors sous votre contrôle et de ce qu'on a pu entendre là ou ailleurs, en gros, depuis la réouverture des salles, en gros 17, 18, 20 millions de passages et à peine 200 contaminés. Et je rappelle que les contaminés ne sont pas forcément des malades, voire pas des malades du tout. Donc vous vivez ça comment? Comme une injustice totale? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre effectivement pourquoi ces salles de sport sont si peu cause de contamination et pourquoi elles ont été les premières victimes à fermer à chaque fois. Alors, c'est une incompréhension totale. On se sent un peu des condamnés innocents ou des innocents condamnés. Ce qui est terrible, c'est que, vous savez, dans nos salles de sport, en fait, on a une traçabilité, ce qu'on demande aujourd'hui aux restaurateurs et aux bars. On a une traçabilité très ferme puisque chaque adhérent qui rentre dans une salle de sport doit badger. On a mis des conditions qui étaient justement en fonction du Covid, de la Covid, et on a appliqué des gestes beaucoup plus stricts que ce que le gouvernement nous a demandé il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'on a mis un point de gel, on a mis des plexis entre chaque machine, on a fait une distanciation, on a fermé les vestiaires, on a un contrôle par rapport au nombre de mètres carrés utiles. Donc c'est même pas les mètres carrés total du club, mais utiles là où il y a de la pratique. On a mis 5 mètres carrés chez nous au lieu des 4 mètres carrés préconisés par l'État. Donc quand on voit ça, on est un peu outré parce que nos adhérents, et alors Fitness Park a une cible très jeune, on a des 18-25 ans à 60% et 18-45 à 80%. C'est une cible qui est très peu touchée et c'est les millennials qui sont nés d'ailleurs quand ils ont fait leur premier pas, ils ont tout de suite pensé au bien-être et à tout ce qui est éco-responsable et au sport. Et ils vivent de ça. C'est important. Je rappelle en plus... Petit dernier mot rapidement, sans trahir de chiffres, mais on peut estimer aujourd'hui que ce sont des PME, ce sont des TPE, c'est des gens qui étaient salariés, qui parfois ont investi toutes leurs économies pour devenir franchisés. Et en gros, on peut estimer, comme beaucoup de PME françaises, qu'il leur reste quoi, 10 jours, 15 jours, 30 jours de trésorerie? Alors oui, parce qu'en fait, là où le gouvernement a mal jugé en fait notre business model, c'est pas qu'on perd 30 € par adhérent par mois, c'est qu'un adhérent en fait paye dans nos salles 440 € à l'année, mais qu'on divise par 12 mois. Donc en fait, quand un adhérent ne vient pas, c'est pas qu'on perd 30 € par mois, on perd 480 € fois le nombre d'adhérents. Donc entre ceux qui ne viennent plus et ceux qu'on aurait dû adhérer. Ce qu'on aurait dû avoir en adhésion, surtout au mois de septembre où c'est l'un des plus gros mois. Je vais vous donner un chiffre, Denis, parce que c'est très important. On a fait le calcul et on va conclure avec ça. C'est que sur nos 250 salles, même si on a plus de 70 succursales, on a fait un calcul, on se rend compte que par rapport à résiliation aux personnes qui ne sont pas venues et qui ne viendront pas du coup à cause du confinement, notre juste Fitness Park perd 168 millions de chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est monstrueux. Et le sport a rarement été aussi important et vital. Je rappelle, à la sortie du premier confinement, les Français avaient en moyenne pris 2,5 kg de plus que ce qu'ils pesaient avant d'être confinés. Et ils étaient plus de la moitié de la population à avoir pris du poids. J'aimerais vous remercier, Georgia Cadudal, directrice générale du groupe Fitness Park, leader européen des salles de sport. À vous aussi, on souhaite évidemment bon courage. Christophe Ferry, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Dirigeant de BIM World, c'est un salon sur l'innovation et la dématérialisation de l'immobilier. C'était prévu à l'origine la semaine prochaine à Paris, puis c'était prévu en ligne, online. A priori, c'est compliqué. Oui, tout à fait. C'est assez compliqué, mais initialement, c'était prévu. Alors, déjà, c'est un salon professionnel. Je vais insister sur ce point après. C'était prévu en mars. On nous a dit, en mars, on peut pas. 8 jours avant. Donc, on avait déjà fait tous les préparatifs. Ça a été reporté fin mai. On devait ouvrir. Et puis, fin mai, on n'a pas pu. On nous a fait reporter en juillet. Et en juillet, on a reporté en octobre. Et à chaque fois, ça tombe tout le temps au dernier moment. Donc, on change les règles du jeu tout le temps au dernier moment. Il aurait été préférable de dire on arrête tout pendant 6 mois et on démarre plus tard.
Et c'est impossible de s'organiser. Vous êtes entrepreneur de toute façon dans l'événementiel. C'est peut-être le secteur qui a le plus souffert, avant même d'ailleurs celui du tourisme. Et c'est extrêmement compliqué. En un mot, peut-être, Christophe Ferry, comment vous pensez pouvoir continuer votre activité ? De toute manière, c'est relativement simple. Je vois, on a aussi une branche en Allemagne. En Allemagne, ils ont des directives en Bavière très claires. Ouais. Le problème, soit on arrive à avoir des directives très claires, soit on fait des énièmes reports et à un moment donné, on ne pourra plus continuer à reporter. Faut voir, il n'y a pas que la partie salon professionnel où on a une très très grande traçabilité. On rentre sur un salon professionnel que quand on est badgé, que quand on a été accrédité. On n'y rentre pas comme ça. C'est ça. C'est pas une manifestation. Et il faut savoir que si vous préférez, c'est tout ce que ça engendre. Les salons professionnels, c'est à peu près 30% de l'hôtellerie business que ça représente. C'est la restauration, c'est évidemment les transports et beaucoup d'intermittents du spectacle. Et c'est tout un écosystème qui effectivement souffre énormément. J'aimerais vous remercier en tout cas d'être intervenu. Je sais qu'en plus c'est pas la période la plus facile, loin s'en faut, c'est peut-être même probablement la plus difficile pour votre secteur. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de BIM World. C'était un salon sur l'innovation et la dématérialisation de l'immobilier qui était prévu la semaine prochaine, notamment en ligne. Merci à nos invités, notamment Olivier Mathieu qu'on a dû quitter, cofondateur de Price Minister qui est devenu Rakuten et dirigeant de The Camp à Aix-Marseille. C'est un campus de formation. Merci Denis Jacquet. Avec plaisir. À la semaine prochaine, peut-être un jour, on verra en ligne ou pas. Peut-être nous reverrons-nous. On se reverra enfin physiquement. Les vraies voix qui essayent désespérément de continuer à faire bouger la France vous retrouvent dans quelques instants. Ce sera sur Sud Radio et sur Bismart avec Stéphane Soumier et son invité François Pelin qui est médecin et cofondateur de Point Vision. Tout de suite sur Sud Radio.